Bonjour Jacques Sapir. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous donner cet entretien. Vous connaissez mieux que quiconque tout ce qui concerne l'économie de la Russie. Pourriez-vous nous partager les résultats de vos recherches? Alors, bonjour Gennady, je suis évidemment très heureux de pouvoir contribuer et de te donner cet entretien. Alors oui, effectivement, mon travail a été très largement, pas exclusivement, mais très largement consacré, que ce soit à l'économie soviétique, puis après à l'économie russe. J'ai commencé à travailler sur l'économie soviétique, en fait, à la fin de mes études à Sciences Po, et je n'ai pas cessé de travailler sur le monde soviétique, puis le monde russe, depuis à peu près les années 1976-1977. Donc tu vois, ça fait maintenant assez longtemps, ça fait assez longtemps, ça fait quasiment 44 ans que je travaille sur ton pays. Alors, c'est vrai que j'ai établi des relations très particulières, que ce soit des relations d'abord d'amitié, des relations de confiance, des relations de travail avec de très nombreux collègues, d'abord soviétiques, puis des collègues russes. Et c'est une histoire qui commence, elle, en 1988, quand j'ai pu retourner en Union soviétique dans le cadre de ce qu'on appelait l'accord franco-soviétique. On parle d'article 14 de cet accord, c'est l'article 14 qui couvrait la coopération universitaire et scientifique. Et donc j'ai passé un séjour en Union soviétique de 2 mois en novembre et décembre 1988. Et c'est là où j'ai pris des contacts avec toute une série de collègues. C'est là où j'ai fait la connaissance personnelle. Je les connaissais évidemment par leurs travaux, mais que j'ai connu personnellement Petrakov, Aganbegian, bon, et surtout que j'ai rencontré quelqu'un qui malheureusement est décédé en 1996, mais qui va jouer un rôle important dans cette histoire, c'est l'académicien Yuri Yeremenko. Et Yeremenko était le directeur de l'Institut de prévision de l'économie nationale. Et il a demandé à me revoir par la suite. Alors évidemment, je suis revenu un certain nombre de fois après 1988. Je venais à peu près 2 fois, parfois 3 fois par an en Union soviétique. Et c'est là aussi où j'ai rencontré Viktor Ivanter, qui était l'adjoint de Yeremenko, et qui en fait travaillait sur les questions monétaires, ce qui était aussi d'ailleurs l'un des sujets de mes travaux à l'époque. Et à partir de là, on a développé notre travail de recherche en commun, qui a abouti à la création du séminaire franco-russe en 1991. Donc ça fait maintenant quasiment 30 ans. Et évidemment, j'ai continué à venir très souvent en Russie, enfin très souvent d'abord en Union soviétique, puis en Russie à partir de la fin 1991. Et on a développé toute une série de travaux. J'ai été très touché d'ailleurs que mes collègues russes me présentent, puis m'élisent à l'Académie des sciences de Russie. Très touché d'abord parce que j'ai vécu cela comme une reconnaissance de la qualité de mes travaux, mais aussi très touché parce que je pense que c'était une preuve d'amitié de la part de mes collègues, et très touché enfin parce que par rapport à mon histoire familiale, cela, je dirais, réactiver des souvenirs extrêmement importants.
Mon père est né à Moscou en 1915. La famille a quitté la Russie soviétique, ça ne s'appelait pas encore l'URSS, en 1920, mais la famille a toujours maintenu des liens culturels avec d'abord l'Union soviétique, puis la Russie. Ma grand-mère était professeure de russe à Paris. Donc voilà, c'était pour ces trois raisons que j'ai été évidemment très touché par cette élection à l'Académie des sciences. Alors maintenant, sur la situation de l'économie russe, je pense qu'il faut nécessairement regarder à la fois des évolutions de court terme et les évolutions de long terme. Bon, à court terme, après les problèmes qui ont été causés en 2015 et en 2016, beaucoup plus d'ailleurs par la baisse des prix du pétrole que par les sanctions américaines, l'économie russe est repartie de l'avant et connaît à nouveau une croissance. Mais, dans le même temps, on voit qu'il y a toute une série de problèmes, que ce soit des problèmes économiques ou des problèmes sociaux, qui persistent en Russie à court terme. Et en particulier, avec mes collègues russes d'ailleurs, j'avoue que je me suis étonné, j'ai écrit des papiers sur cette question, je me suis étonné de cette obsession du gouvernement, enfin de l'ancien gouvernement russe, de cette obsession du gouvernement russe pour l'équilibre budgétaire. En effet, la dette de la Russie, la dette de l'État russe est très faible, entre 13 et 14% du PIB. Je rappelle qu'en France, on est à plus de 100%. Même l'Allemagne, qui passe pour un pays extrêmement rigoureux, est à plus de 60% du PIB, c'est-à-dire entre 4 fois et 5 fois plus que la Russie. Bien. Donc, pourquoi augmenter les impôts pour rétablir l'équilibre budgétaire? Ça n'a pas de sens. Ça a d'ailleurs des effets très néfastes sur le développement de l'économie. Pourquoi monter les prélèvements sur la population, alors soi-disant pour équilibrer le régime des retraites, alors qu'il y avait des moyens de l'équilibrer de manière différente? Je ne suis pas contre l'équilibre, au contraire. Je pense qu'un régime de retraite doit avoir les ressources qui vont correspondre à ses futures dépenses. Ça, c'est une évidence. Mais fallait-il le faire par l'impôt? Ou fallait-il utiliser les recettes d'exportation pour cela? Ça, c'est une véritable question. Et donc là, on voit qu'il y a eu des choix de politique économique faits par le gouvernement russe, en particulier l'année dernière, en 2019, ou même l'année d'avant, en 2018, qui ont eu des conséquences assez négatives sur la croissance. Et avec mes collègues russes, on a estimé que ça a fait perdre entre 1,5 point, donc 1,5% et 2 points, 2% à la croissance russe par rapport à ce qui aurait été possible. Bon. Donc voilà, ça c'est sur mon appréciation de la situation actuelle, une économie qui a retrouvé le chemin de la croissance, qui a un taux de chômage faible, qui connaît un développement non négligeable de l'industrie, tout cela est vrai, mais qui connaît aussi des tensions sociales, des problèmes économiques et sociaux extrêmement importants, parce qu'on a eu une politique qui a été indûment restrictive au moment justement où il y avait des possibilités de développement de cette économie. Donc ça, c'est sur un bilan de court terme. Si on regarde maintenant un petit peu plus à long terme, et si on regarde en particulier en prospective, en se disant où sera l'économie russe dans 10 ans, où était-elle il y a 10 ans, où sera-t-elle dans 10 ans? Alors,
La chose qui est tout à fait évidente et que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'économie russe a connu 20 ans, de 1999 à 2019, où elle s'est littéralement reconstruite. On avait eu le début de la transition, donc de 1991 à la crise de 1998, qui avait abouti à des désordres économiques très spectaculaires, extrêmement graves, et à la suite de la crise financière de 1998, on a un processus de reconstruction de l'économie russe qui se met en place. Et ce processus de reconstruction de l'économie russe, je pense qu'il est sous-estimé. Alors, il est sous-estimé en France, en Europe, dans les pays occidentaux, oui, parce que les gens, très souvent, connaissent mal la Russie. Mais ce qui est plus étrange et plus intéressant aussi à analyser, c'est qu'il est très souvent méconnu en Russie même. Par exemple, il y a de cela quelques années, le Premier ministre de l'époque, Dmitri Medvedev, fait une déclaration en disant que l'économie russe est quasiment en état de stagnation du point de vue de sa productivité. Or, en réalité, quand on regarde les gains de productivité qui se sont produits de 1999 à 2015-2016, parce que, comme toujours, il y a un petit délai pour l'obtention des statistiques. C'est vrai d'ailleurs aussi en France. Bon, on n'a pas les statistiques de ces 2-3 dernières années. C'est assez général dans tous les pays. Bien. Ben, on constate que la productivité de l'économie a fortement augmenté. Elle a augmenté évidemment dans des secteurs comme l'industrie, où elle augmente en moyenne de 3,5-4% par an, en moyenne, c'est-à-dire 2 fois plus de ce qu'elle augmente dans les pays occidentaux. Elle a aussi augmenté beaucoup dans la construction. Bien sûr, elle augmente moins dans les services, et ça c'est vrai dans toutes les économies du monde. Et ce qui veut dire, cette augmentation de la productivité ne tombe pas du ciel, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement peut décréter. Ça veut dire que l'économie russe s'est transformée dans ses manières de produire, elle a gagné en efficacité de manière considérable depuis une vingtaine d'années. Alors, comment cela se traduit ? Parce qu'évidemment, les autres économies du monde ne sont pas restées, comme on dit en France, les 2 pieds dans le même sabot. Comment ça se traduit si on regarde la place de l'économie russe dans l'économie mondiale ? Alors, il faut savoir que l'économie de l'Union soviétique représentait probablement 6%, entre 5 et 6% de l'économie mondiale en 1990. Puis, à cause d'ailleurs des effets de la transition des années 1990, elle tombe à peu près à 2%. Donc ça, c'est une baisse quand même tout à fait considérable. Et puis elle remonte après, et aujourd'hui, alors si on calcule, c'est un petit peu technique ce que je vais dire, si on calcule en parité de pouvoir d'achat, la parité de pouvoir d'achat, c'est en considérant non pas, par exemple, le prix du pain aux États-Unis, en France, en Allemagne, en disant, grosso modo, qu'est-ce que quelqu'un qui veut acheter 1 kilo de pain doit dépenser en Russie, en France, aux États-Unis, et en faisant l'égalité. Alors, si on calcule en parité de pouvoir d'achat, on constate que l'économie de la Russie se trouve à peu près à 3% du total mondial, ce qui est le même niveau que l'économie de l'Allemagne. Et donc, implicitement, ça nous dit qu'aujourd'hui, l'économie de la Russie pèse le même poids que l'économie de l'Allemagne. Alors pourquoi j'utilise cet exemple ?
c'est quand même, beaucoup de gens ont tendance à considérer que l'Allemagne est un exemple à suivre. Bon, on peut en discuter. Moi-même, je ne suis pas convaincu de cela. Mais ça veut quand même dire que aujourd'hui, l'économie de la Russie pèse d'un poids non négligeable dans l'économie mondiale, comme l'Allemagne. Après, il est clair aussi que l'on est en train d'assister à une évolution. On y assiste depuis le début des années 2000, voire le début des années 2010, une évolution accélérée, et tous les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne, voient leur poids relatif dans l'économie mondiale baisser. D'ailleurs, aujourd'hui, la première économie du monde, en volume, je ne dis pas en qualité, je ne dis pas en capacité d'innovation, mais en volume, c'est la Chine et plus les États-Unis. Le tournant a eu lieu probablement entre 2013 et 2015. Bien. Et donc, la question se pose pour la Russie de savoir, veut-elle se rattacher aux pays européens, mais à ce moment-là, elle connaît nécessairement une croissance assez faible, et il faut savoir que la croissance dans l'Union européenne n'est pas bonne. En réalité, la croissance de l'Union européenne va être de 1,2% par an. La France, avec 1,3%, a une croissance marginalement supérieure, mais nous ne sommes pas dans une bonne situation. Et si on reprend les termes du dernier discours de Vladimir Poutine, le discours qu'il a fait, son allocution devant la Douma d'État, on voit que l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à un taux de croissance qui soit au moins égal au taux moyen de la croissance mondiale. Ce qui voudrait dire que la Russie atteigne une croissance de 2,6 à 3% par an. C'est faisable, absolument, mais ce n'est pas faisable si l'on maintient la même politique économique. Et donc, je reviens là sur mon analyse de la situation de court terme. Si l'on revient à une politique économique qui est une politique restrictive, qui est une politique qui tend à déprimer le niveau d'activité économique, on n'obtiendra pas ces résultats. Si par contre, l'économie russe se tourne vers une logique d'investissement, une logique aussi de développement de la consommation importante, autrement dit, si le gouvernement réinjecte dans l'économie une partie, je ne dis pas la totalité, mais une partie des gains qu'il a réalisés par les exportations, on aura, à ce moment-là, une véritable croissance. Mais ça, c'est un choix de politique économique, et donc, c'est un choix qui va dépendre des orientations de politique du nouveau gouvernement. J'aimerais profiter de votre présence pour avoir votre point de vue sur l'économie française. Que pensez-vous de l'économie française dans le cadre de l'Europe et dans le monde? Alors, même chose, il y a dans l'économie française des choses qui se déroulent à court terme, ou à relativement court terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et des choses de plus long terme. Sur le bilan que l'on peut faire de court terme, il faut savoir que la croissance de l'économie française a ralenti de manière spectaculaire depuis 2017. Alors en 2017, nous avions eu une croissance assez forte pour l'Europe, pour un pays européen, d'environ 2,3% par an. En 2018, cette croissance était tombée à 1,7%. En 2019, à 1,3%. Vous voyez, il y a une espèce de baisse continue. Et aujourd'hui,
les projections économiques qui sont faites sur 2020 oscillent entre 1 et 1,3%. Bon. Donc très clairement, nous sommes dans un ralentissement de la croissance. Alors, ce ralentissement a des effets qui sont décalés dans le temps. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est vrai d'ailleurs dans toutes les économies du monde. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons une petite amélioration sur la question de l'emploi, une réduction du nombre de chômage. Mais il faut dire que cette réduction du nombre de chômeurs n'est pas liée aux résultats de 2019, mais elle traduit en réalité les résultats de 2018. De même que la stabilisation du chômage que l'on avait connue en 2018 traduisait l'amélioration de la situation en 2017. Il y a toujours un décalage entre 6 mois et 18 mois entre l'évolution économique et les résultats du chômage. Par ailleurs, cette diminution du chômage se fait dans un cadre où le chômage, globalement, reste très élevé. Nous avons, alors, si on suit les chiffres de l'Office international du travail, l'ex-Bureau international du travail de Genève, on serait autour de 8,5% de la population active. C'est quand même très élevé. Alors je rappelle que, de manière un petit peu comparable, on est autour de 4,5% en Russie. Donc on aurait un taux de chômage qui serait de 80% supérieur à celui de la Russie. Si on regarde les chiffres qui sont donnés par Pôle emploi, enfin par l'INSEE, qui est notre institut de statistique, et Pôle emploi, qui s'occupe justement de la question des chômeurs, on constate qu'il y a une masse importante de gens qui n'ont pas du tout de travail, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a une masse à peu près aussi grande de gens qui ont un travail, mais qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Autrement dit, des gens qu'il faut quand même aider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser dans cette situation. Ils n'auraient pas de revenus suffisants parce qu'ils travaillent à mi-temps ou à 2/3 de temps. Et ce n'est pas qu'ils l'ont voulu. C'est que les entreprises ne sont pas capables de leur proposer une meilleure situation. Alors, là, si vous voulez, pour qu'on comprenne un petit peu les ordres de grandeur, on a approximativement 3,6 millions, 3,7 millions de chômeurs absolus, c'est-à-dire de gens qui n'ont aucun travail, mais on a environ 2,3 millions, 2,4 millions de personnes qui ne peuvent pas vivre de leur travail, parce qu'ils ont un travail insuffisant. Ce qui veut dire que nous avons, en réalité, 6 millions de personnes qui sont concernées par la question du chômage, qu'elles soient concernées absolument, les 3,5, 3,6 millions de chômeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ou qu'elles soient les autres, qui certes ont un travail, mais un travail qui n'est pas suffisant pour les faire vivre, parce qu'ils travaillent que 20 heures par semaine. Bon. Et ça, c'est un problème quand même considérable en France. Cette persistance du chômage de masse, en fait, depuis les années 1990, est l'une des plaies de l'économie française. Ce chômage de masse qui avait tendu à se stabiliser au début des années 2000 a explosé à nouveau avec la crise de 2008-2009, ce qu'on appelle la crise des subprimes, et n'a jamais, en fait, régressé, n'est jamais revenu à son niveau de 2007-2008. Alors, les raisons sont multiples. D'abord, il y a des raisons de court terme,
c'est la politique économique suivie par les différents gouvernements. Et là, je dois tout de suite dire que les gouvernements changent de couleur politique, mais appliquent toujours plus ou moins le même type de politique économique. Qu'il s'agisse de M. François Fillon, qui était donc le Premier ministre de Nicolas Sarkozy en 2010. Qu'il s'agisse de la politique qui a été menée par les premiers ministres, M. Ayrault, M. Valls, sous la présidence de M. François Hollande, qui était un président socialiste. Ou qu'il s'agisse de la politique menée par M. Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron, il y a une forme de continuité. Cette forme de continuité, elle se traduit par le fait que les ponctions sur le revenu des gens n'ont pas cessé de monter, les pressions à maintenir les salaires à un niveau très faible n'ont pas cessé d'exister, et donc il y a une forme de dépression chronique de la demande qui a un impact. Alors, que ce soit sur la croissance, évidemment, quand il y a moins de demande, il y a moins de croissance, que ce soit sur l'emploi, quand il y a moins de demande et qu'il y a moins de croissance, eh bien, il y a moins d'emplois. Ou, plus exactement, les entreprises embauchent moins que ce qu'elles embaucheraient si on aboutissait à une forte croissance. C'est une évidence. Mais ce que l'on oublie, c'est que quand vous avez une faible demande, que cette faible demande engendre une faible croissance, eh bien l'investissement, autrement dit le carburant de la croissance future, lui-même tend à se réduire. Et on voit aujourd'hui que la France connaît une forme de pénurie d'investissement productif. Alors, bien sûr, des collègues qui font des comparaisons internationales qui me disent « Mais c'est encore pire en Allemagne, c'est encore pire en Italie. » C'est entièrement exact. Néanmoins, il est très clair que cette pénurie d'investissement que l'on connaît aujourd'hui aura des conséquences sur la croissance, non pas sur la croissance de 2020, mais sur la croissance de 2022, 2023, 2024. Donc là, il y a bien un problème lié à des choix de politique économique importants. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas le seul problème, et on en a eu et on en a aujourd'hui d'ailleurs, une forme de démonstration avec la protestation sur la réforme des retraites que veut faire passer le gouvernement. Si vous voulez, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que le gouvernement dit deux choses. Première chose, il dit le système des retraites français n'est pas à l'équilibre, il faut revenir à l'équilibre. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est mais pour revenir à l'équilibre, il est exclu d'augmenter les cotisations des entreprises. Bon. Pourquoi ? Alors d'abord, pourquoi le régime des retraites en France est-il en déséquilibre? Alors, il n'est pas tellement en déséquilibre, hein. Il est pour l'instant plutôt équilibré. Mais c'est vrai qu'on verra apparaître un déséquilibre dans les années 2024 à 2030. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le gouvernement a retiré environ 50 milliards d'euros de ressources au régime des retraites. 50 milliards, c'est considérable, car l'estimation du déficit futur du régime des retraites en France, l'estimation la plus haute, c'est 14 milliards. Donc, on est en dessous du tiers de la somme qui a été retirée. Donc on voit bien que si le gouvernement n'avait pas retiré cet argent du système de retraite, le système de retraite serait très largement excédentaire. Donc ça, c'est un premier point. Pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait parce que, et c'est aussi exact, l'industrie française ne pouvait pas être compétitive dans les
les conditions de cotisation sociale qui existaient avant. Et là, il faut parler d'une mesure qui a été prise par François Hollande. Elle a été prise en 2013. C'est le fameux CICE, si vous voulez. Et le CICE a abouti, en fait, à exonérer de cotisations sociales les grandes entreprises. Mais à ce moment-là se pose une autre question. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand un pays a un manque de compétitivité par rapport à l'économie mondiale? Il commence à accumuler des déficits commerciaux, très bien, et donc sa monnaie se déprécie. Sa monnaie se déprécie plus ou moins fortement. On le voit par exemple dans le cas du Japon, on le voit même un petit peu dans le cas de la Grande-Bretagne, où il y a eu une dépréciation de la livre ces dernières années. Et cette dépréciation ramène, d'une certaine manière, l'économie de ce pays à égalité de compétitivité avec le reste du monde. Alors bien sûr, il faut aussi jouer sur d'autres points. Il y a en particulier les gains de compétitivité. J'en reparle ici. Mais là encore, il faut savoir que la compétitivité de l'économie française est la deuxième d'Europe. Et là, non pas en rythme de croissance, mais en niveau absolu. Il n'y a qu'un seul pays qui soit plus compétitif que nous, c'est le Luxembourg. Sauf on comprend que le Luxembourg, il réalise une très grosse partie de son produit intérieur brut par des activités bancaires. Les banques n'ont pas besoin de beaucoup de personnes pour travailler. Et donc, il est assez logique que la productivité du Luxembourg soit très forte. Mais comparé à l'Allemagne, notre niveau de compétitivité est meilleur que celui de l'Allemagne de 7 à 8%. Donc ce n'est pas la question de la compétitivité, ce n'est pas que l'économie française ne serait pas assez compétitive, c'est bien une question des coûts, et donc c'est bien une question qui relève du mécanisme du change. Normalement, quand il y a des questions de coûts qui ne sont pas liées à la compétitivité, c'est la dépréciation du taux de change qui doit, à un moment donné, régler ce problème. L'ennui, c'est qu'en France, depuis la mise en place de l'euro, il faut le rappeler, qui a été mis en place en 1999, bien sûr, les billets en euros n'ont été mis en circulation qu'en 2002, mais l'euro, en réalité, existe depuis 1999. Depuis qu'il y a l'euro, notre taux de change ne peut pas varier par rapport aux autres pays de la zone euro, c'est-à-dire avec l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, etc. Et c'est en raison de cette stabilité forcée, stabilité qui aboutit en réalité à créer un avantage compétitif pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne, dans le système de l'euro, bénéficie d'une sous-évaluation de ce que devrait être sa monnaie, et la France, elle, souffre d'une surévaluation de sa monnaie. L'écart est d'environ de 25 à 40%, suivant les estimations, entre l'Allemagne et la France. Eh bien, c'est l'existence de cette situation qui a contraint le gouvernement, qui a contraint François Hollande, de prendre cette solution qui a consisté à supprimer pour, grosso modo, 40 milliards de cotisations sociales qui étaient payées par les entreprises. Mais cet acte, disons, je ne veux pas parler de cadeau, parce qu'on comprend bien que dans le contexte de l'euro, il n'y avait pas d'autre solution. Néanmoins, cet acte
a des conséquences graves parce qu'il aboutit à déséquilibrer l'ensemble de l'économie française. Et le déséquilibre du système des retraites n'est que l'une des conséquences du déséquilibre général de l'économie française. Le président de la République, dans l'interview qu'il a donnée à The Economist, il y a de cela 3 mois à peu près, où il a dit d'ailleurs des choses intéressantes. Il y a même des choses où je suis en accord avec lui. Quand il dit par exemple que l'OTAN est en état de mort cérébrale, oui, c'est quelque chose qu'on peut constater d'ailleurs depuis une quinzaine d'années en réalité, mais oui, il a fait un constat qui est très juste. Quand il dit que l'euro n'a profité qu'à l'Allemagne, c'est aussi quelque chose de très juste. Bon. Mais il n'en tire pas les conséquences. Et la vraie conséquence, c'est la suivante. Tant que l'économie française va vivre dans le système de l'euro, elle ne pourra pas retrouver une forme d'équilibre, ne serait-ce qu'un équilibre dynamique. C'est-à-dire le fait que peut y avoir des déséquilibres locaux, mais que globalement, la croissance assure d'une certaine manière le retour à l'équilibre. Et donc, elle sera obligée toujours de diminuer les cotisations patronales et de reporter en réalité ces cotisations patronales sur les salariés. C'est ce que l'on voit justement avec la question de la réforme des retraites. Pourquoi le gouvernement a-t-il introduit cette notion d'âge d'équilibre ? Les journalistes parlent d'âge pivot, d'âge d'équilibre. Et d'ailleurs, une notion d'âge d'équilibre qui va glisser dans le temps. L'âge d'équilibre devrait être fixé à 64 ou 65 ans en 2027, mais pourrait atteindre en 2035 67, voire 68 ans. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les cotisations sociales que les entreprises auraient dû payer et qu'elles ne payent plus, il faut bien qu'il y ait des gens qui les payent. Et seuls les salariés, en fait, peuvent les payer. Et donc on voit que le système de l'euro cause des déséquilibres tout à fait majeurs dans l'économie française. Le système de l'euro a été la raison principale de la désindustrialisation que la France a connue depuis 2005. Donc il y a là un problème global, et ce problème global pose la question de savoir où va l'économie française. Et je reviens justement sur la question de l'emploi. Alors, comme je l'ai expliqué, la situation de l'emploi s'est un petit peu améliorée en raison des évolutions de croissance que l'on a connues en 2017 et en 2018. Et c'est ça qui a tiré l'économie française, disons le mouvement de l'emploi, plus précisément, en 2019. Maintenant, quand on regarde ce mouvement de l'emploi, on voit que l'industrie a créé 18 000 postes. Et la création globale d'emplois, elle a été de l'ordre d'environ 200 000 emplois. Donc, la création d'emplois dans l'industrie est inférieure à 10% de la création d'emplois globale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autres emplois, ce sont des emplois qui vont essentiellement dans les services. Alors, certains de ces services sont ce qu'on appelle des services aux entreprises. Pour dire vite, une entreprise d'informatique qui travaille pour une entreprise, elle lui fournit un service, et en règle générale, ces services sont très bien payés. Bon. Mais ces services aux entreprises ne sont qu'une petite fraction de l'emploi. L'essentiel des services, ce sont des services dans l'hôtellerie et la restauration, donc dans l'industrie du tourisme, en réalité. Ce sont des services dans la manutention,
L'autre secteur qui augmente beaucoup, ben, c'est tout ce qui est lié effectivement au commerce électronique, hein, au e-commerce, comme on le dit. Bon. Autrement dit, ce sont des plateformes logistiques où les gens sont très mal payés, en réalité. Et puis, il y a la construction. Et on sait aussi que dans la construction, s'il y a quelques emplois qui sont assez bien payés, par exemple des chefs de chantier, le manœuvre dans la construction reste très mal payé. Donc, globalement, nous avons une structure de création d'emplois qui se fait sur des emplois très mal payés. Et ça va avoir des conséquences de moyen et de long terme sur l'économie française, parce que d'une part, ce n'est pas cette population qui pourra consommer afin de relancer l'économie française, et on voit bien que toute tentative pour augmenter ces salaires, alors parce que ces salaires sont liés au SMIC, hein, le salaire minimum en France. Alors bien sûr, le gouvernement peut prendre la décision d'augmenter le SMIC. Mais s'il prend la décision d'augmenter le SMIC, il recrée un déséquilibre sur la compétitivité. Donc il ne le fera pas. Et on voit comment tout cela nous ramène en réalité à la question de la zone euro, et pourquoi la zone euro constitue aujourd'hui un espèce de collier étrangleur de l'économie française, qui sert toujours un peu plus le coût de l'économie française, et qui est en train de la tuer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on parle des perspectives à 10 ans ou 15 ans de l'économie française. Il y a un véritable problème parce que la logique de cette situation qu'il y a avec la zone euro serait que l'industrie française disparaisse ou devienne insignifiante. Bien sûr, il y a toujours des domaines d'excellence de l'industrie française, l'aéronautique, un certain type de chimie, etc. Mais que même ces secteurs d'excellence se contractent progressivement et que n'existent en France que des emplois très faiblement payés, que ce soit dans l'industrie du tourisme, que ce soit dans les services à la personne, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la logistique. Et donc là, il y a bien un choix de politique économique qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. Le dernier thème que je vous propose est la commémoration des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce moment, en Europe, nous voyons que différentes visions apparaissent et parfois s'affrontent sur le bilan de cette guerre. Pourriez-vous nous donner votre point de vue? Alors, oui, on va commémorer en 2020 le 75e anniversaire donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va d'ailleurs aussi commémorer, j'en profite pour le parler, le 80e anniversaire de la défaite de 40 pour la France. Alors ça c'est une commémoration très française, hein, et donc de l'appel du 18 juin qui fonde la France libre. Bien. Ces commémorations servent en réalité à deux choses. D'une part, à réactiver des mémoires, bon, mais aussi elles sont devenues aujourd'hui des enjeux politiques, et des enjeux politiques importants. Sur la question en particulier de la commémoration de la victoire, il y a un autre problème qui se pose, qui est la question de savoir qui est responsable de la Seconde Guerre mondiale, du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une question qui ne peut pas être traitée en abstraction des événements qui se sont passés de, grosso modo, 1937 à 1939.
on peut dire que, même 1936, on peut même remonter jusqu'à 1936, quand l'Allemagne commence à ne pas respecter les clauses du traité de Versailles, alors, quoi qu'on pense de la légitimité du traité de Versailles, est-ce que les pays signataires du traité de Versailles, la France, la Grande-Bretagne, n'auraient pas dû signifier au gouvernement allemand que ce n'était pas possible? Vous avez un discours, et je crois qu'il est même tenu par Pierre Laval, ce qui n'est pas sans ironie, quand on connaît la suite. Quand la France, quand l'Allemagne décide de réoccuper la Rhénanie, et qui dit « La France ne tolérera pas que Strasbourg soit à nouveau à portée des canons allemands. » Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Absolument rien. Le dernier moment où on aurait pu agir, c'était au moment de la crise tchécoslovaque, ce qu'on appelle, parce qu'il y a eu les accords, justement, les accords de Munich. L'Allemagne, prenant prétexte qu'il y a une population de langue allemande en Tchécoslovaquie, dans les Sudètes, veut imposer une forme de démantèlement de la Tchécoslovaquie. La France était un des pays garants de l'existence de la Tchécoslovaquie. Est-ce qu'on pouvait mettre un coup d'arrêt à cette volonté allemande, la volonté de Hitler, et dire non. Et, s'il le faut, nous entrerons en guerre en septembre 1938. Alors beaucoup de gens disent « Oui, mais la France n'était pas du tout prête pour cette guerre. » C'est pas faux. L'Allemagne l'était encore moins. Il faut savoir que l'armée allemande de l'été 1938 n'est pas l'armée allemande de l'été 1939, et est encore moins l'armée allemande de mai 1940. Donc, c'est vrai que la France est relativement impréparée, mais c'est encore plus vrai en Allemagne. Par ailleurs, la République tchécoslovaque a une excellente armée. Donc, on peut penser que l'armée allemande aurait eu beaucoup plus de difficultés face à la Tchécoslovaquie qu'elle n'en a eu face à la Pologne. Enfin, l'Union soviétique, et c'est connu, il y a toute une série de documents diplomatiques qui ont été rendus publics, alors que ce soit du côté russe, avec le fameux ouvrage God Krisisa, qui était très intéressant, parce qu'on a la totalité des textes diplomatiques. Il y a eu les textes diplomatiques français et britanniques qui ont été rendus publics et que les historiens peuvent maintenant travailler. Bon. L'Union soviétique propose son aide. Elle ne peut cependant passer vers la Tchécoslovaquie, soit par la Pologne, et la Pologne refuse, et il faut savoir que la Pologne de 1937-1938 est un allié de l'Allemagne, point extrêmement important. Là aussi, ce n'est pas sans ironie, puisque la Pologne sera l'une des victimes de l'agression allemande. Mais elle est à l'époque, parce qu'elle a un régime extrêmement autoritaire, qui a d'ailleurs des aspects fascisants. Ce n'est pas un régime fasciste en tant que tel, mais il a des aspects clairement fascisants, et qui donc en font un allié naturel de l'Allemagne. Et il y a la Roumanie. Alors, on peut se demander, la France, qui avait d'excellentes relations avec la Roumanie, qui avait un poids politique en Roumanie, un poids économique aussi, parce que les grandes banques françaises avaient beaucoup prêté d'argent à la Roumanie, elle aurait pu faire pression sur le royaume de Roumanie. Ce que montrent les documents diplomatiques, il n'y a eu même pas l'envoi d'un télégramme diplomatique. C'est-à-dire le niveau minimal
de pression, qui pourrait consister à dire, écoutez, est-ce que vous ne voudriez pas reconsidérer votre position par rapport au transit, au possible transit de troupes soviétiques sur votre territoire? Bon. Par ailleurs, la Roumanie n'était pas vraiment convaincue qu'elle devait s'opposer au transit des soviétiques, parce que ce que l'on a su après, c'est que des avions militaires soviétiques avaient transité entre donc l'Union soviétique, ils sont partis d'Ukraine, et la Tchécoslovaquie. Grosso modo, les soviétiques ont envoyé 200 avions de combat en Tchécoslovaquie. Ils ont survolé le territoire roumain, et la Roumanie s'est abstenue de toute interception. Et bon, ils le font, on ne voit pas, on ne veut pas voir, on laisse faire. Bon, donc, il y avait des possibilités. Autrement dit, il y a une responsabilité dont on ne parle jamais, mais qui est considérable, c'est la responsabilité de la France et de la Grande-Bretagne. La France et la Grande-Bretagne auraient dû intervenir et ne sont pas intervenus. Alors, les conséquences de cette non-intervention et du fait que la France et la Grande-Bretagne sont co-signataires des accords de Munich sont évidemment désastreuses. Les accords de Munich arrivent à convaincre Mussolini qu'il ferait mieux de s'allier avec Hitler que de s'allier avec la France et l'Angleterre, ce qui n'était pas évident au départ. Et surtout, ils envoient un signal désastreux aux pays d'Europe centrale, et on va le voir très vite, la Roumanie va passer un accord avec l'Allemagne, bon. Et surtout avec l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, alors, bien sûr, on peut parler, il y avait un aspect paranoïaque dans la politique de Staline, oui, bien sûr. Mais, de toutes les manières, le problème de la sécurité de l'Union soviétique se posait. Que Staline soit paranoïaque ou qu'il ne le soit pas. Là, je dirais, ce n'est pas, on ne peut pas réduire ce problème à la paranoïa de Staline. Et n'importe quel dirigeant, face à cette question de la sécurité, se dit, mais enfin, est-ce que je ne risque pas de me retrouver tout seul face à l'Allemagne? Visiblement, les Français et les Britanniques n'ont pas envie de faire la guerre à l'Allemagne. Et donc là, on comprend que ça a eu des conséquences importantes en 1939. En 1939, au départ, l'Allemagne, à plusieurs reprises, fait des ouvertures à l'Union soviétique. Le gouvernement soviétique ne réagit pas. Il ne répond pas. Jusqu'au moment où, alors on sent bien que l'Allemagne va attaquer la Pologne, arrive une délégation franco-britannique à Moscou, et les autorités soviétiques, Molotov et Staline, leur demandent quels sont vos plans de guerre. Et la réponse des militaires français et britanniques, c'est « nous n'en avons pas, nous sommes venus ici pour des conversations exploratoires ». Les soviétiques leur ont dit « attendez, c'est pas possible. La guerre va éclater d'ici quelques semaines, on n'en est plus là. » Pas de réponse. Alors, l'Union soviétique a choisi de faire un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Et évidemment, le pacte signifiait que l'Allemagne avait les mains libres en Pologne. Ce pacte est, je le redis, n'est pas illégitime. Par contre, il y a quelque chose qui est illégitime. Ce sont les clauses secrètes. Et en fait, on tend à confondre dans le débat l'existence de clauses secrètes qui sont annexées au pacte et du pacte lui-même. Que l'Union soviétique, compte tenu de l'attitude de la France et de la Grande-Bretagne, se décide de signer
un pacte de non-agression avec l'Allemagne peut parfaitement se comprendre et peut se justifier. Je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, que le gouvernement soviétique organise le partage de la Pologne, organise un échange d'opposants, autrement il va livrer des communistes allemands à Hitler, organise un partage du nord de l'Europe sur la Finlande. Bon. En secret avec Hitler, ça oui, c'est condamnable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été condamné par le Parlement de la Russie. Le Parlement de la Russie a, dans une résolution qui a été prise, je crois, en 93 ou 92, bon, a dit que les protocoles secrets étaient une tâche sur l'histoire de l'Union soviétique. Ce qu'ils sont absolument. Mais il faut bien donc distinguer la question du pacte. Tout le monde parle du pacte. Or, le pacte n'est absolument pas condamnable. De la question des protocoles secrets. Après, il faut quand même regarder non seulement évidemment l'attitude de la France et de la Grande-Bretagne. Et j'ai dit, la France et la Grande-Bretagne ont leur part de responsabilité, et plus que leur part en réalité, à cause du comportement de 1938, mais aussi de la Pologne. La Pologne participe à l'invasion de mars 1939 de ce qui reste de la Tchécoslovaquie. Elle participe au démantèlement avec l'Allemagne. Il y a quand même un énorme problème. Alors, il y a un énorme aveuglement de la part du gouvernement polonais. Que le gouvernement polonais n'ait pas compris à l'époque que, une fois que Hitler aurait réglé son compte à la Tchécoslovaquie, le tour de la Pologne viendrait, c'est un aveuglement géostratégique énorme. Absolument énorme. Bon. Que le gouvernement polonais n'ait d'ailleurs pas tenté de moderniser son armée parce qu'il considérait qu'il n'avait pas de risque avec l'Allemagne, montre d'ailleurs le degré d'aveuglement du gouvernement polonais. Et il n'est pas injustifié de dire que le gouvernement polonais, par son aveuglement, porte aussi une responsabilité dans ce qui est arrivé par la suite à la Pologne. Alors bien sûr, ce n'est pas la responsabilité principale. La responsabilité principale, c'est l'Allemagne, quand même. Il faut le dire clairement. Mais quand vous avez ce degré d'aveuglement, oui, bien sûr, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Alors, dernier point sur lequel on commence à parler, c'est le fait que ce soit le gouvernement polonais, mais je crois aussi le gouvernement de la Lituanie, ont pris des lois considérant que ni la Pologne ni la Lituanie n'avaient de responsabilité dans l'extermination des Juifs menée par les Allemands. Alors, en ce qui concerne le gouvernement polonais, oui, le gouvernement en exil polonais n'a pas participé, mais il faut quand même rappeler que la Pologne était un pays ouvertement antisémite, qu'il avait mis en place des lois dont les nazis se sont inspirés pour leur fameuse loi de Nuremberg, en particulier l'interdiction ou la restriction d'accès à l'éducation supérieure pour les personnes de religion juive, et que, sous l'occupation allemande, l'attitude de la résistance polonaise, de la résistance organisée polonaise, il y a eu des Polonais qui ont, avec un très grand courage, au péril de leur vie, tenté de porter secours à la population polonaise d'origine juive. Mais la résistance organisée, elle, par exemple, quand il y a eu le soulèvement du ghetto de Varsovie, n'a pas bougé. Donc, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Que le gouvernement polonais ne veuille pas aujourd'hui reconnaître que l'antisémitisme en Pologne a pu être utilisé par les nazis aussi, ça me semble historiquement
un énorme problème. Même chose en Lituanie. En fait, dans les 3 États baltes, l'antisémitisme latent ou officiel d'ailleurs, parce que certains États baltes avaient une législation antisémite, a contribué effectivement à faciliter l'extermination de leur population d'origine juive. Et donc, là, il y a un véritable problème historique. D'ailleurs, quand il y a eu cette conférence sur le 75e anniversaire de la libération des camps, et de la libération d'Auschwitz, c'était à ce moment-là, le gouvernement polonais et le gouvernement lituanien ne sont pas venus, et ils ont été condamnés par l'ensemble des gouvernements présents. Je ne crois pas que l'attitude du gouvernement polonais, du gouvernement lituanien, du gouvernement ukrainien aussi, qui est aujourd'hui extrêmement discret sur la participation d'organisations nationalistes ukrainiennes au génocide des Juifs. D'abord, ça ne grandit pas ces gouvernements, c'est clair, mais surtout, ça montre qu'il y a toujours en Europe une espèce de volonté de nier sa responsabilité. Et ça, c'est effectivement très préoccupant. Je vous remercie de nous avoir partagé vos connaissances et je suis convaincu de l'impact de vos propos et j'espère que vous pourrez nous consacrer encore un peu de votre temps à l'avenir. Très volontiers, quand je serai à Moscou. Merci. Merci.